Transparence des salaires, ce qui est important, c'est de se dire, il y a une directive qui est sortie, et une directive européenne. Le directive et le projet de loi prennent la même intention. L'intention, c'est quoi? L'intention, je vous l'ai marqué là, c'est renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou pour un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit. Voilà. Donc si vous nous retrouvez maintenant, je reprends juste déjà l'intention de la directive et du projet de loi qui sont arrivés. C'est l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail, pour un travail de même valeur, un même travail ou un travail de même valeur par la transparence, des rémunérations et les mécanismes d'application du droit. Voilà. Alors, si vous nous rejoignez, je suis très heureux de vous voir. Pourquoi en fait j'ai fait ce live? Parce que, aujourd'hui en fait sur la transparence des salaires, on entend plein de choses. On entend: «Oui, mais alors il va falloir les afficher, on saura le salaire de tout le monde» et cetera. Voilà, et moi je me suis dit: «Bon, plutôt que, de se faire un peu des fantasmes, des idées et cetera», je me suis dit: «Ça vaut le coup de revenir un petit peu au texte». Alors, j'ai préparé des choses pour vous l'expliquer, pour essayer de vous expliquer ce que j'en ai compris, voilà. Bon, bah, j'ai fait ça, alors un petit peu à l'arrache parce que c'est mardi que je me suis dit: «Oh tiens, et si je faisais un live là-dessus?» parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que il y a une directive qui est sortie, donc en 2023, une directive et qui donnait 3 ans en fait aux États pour, bah, se mettre dans les rangs, enfin pour créer une loi pour transposer, on parle de transposition, et la directive a donné 3 ans pour ça. Je reviendrai juste après dessus, et donc là, on est au bout de ces 3 ans et donc il y a tout le monde qui crie en émoi, voilà, bon, bah, ah, mais la loi elle est pas passée, la loi elle est pas passée et donc la transparence des salaires, où ça en est? L'égalité hommes-femmes, où ça en est? Et cetera, et cetera. OK, bon, on se calme 2 minutes. Alors déjà, on va revoir l'égalité salariale, grosso modo, dans les grandes lignes. Quels sont les grands trucs qui existent déjà aujourd'hui? Puisqu'il y a déjà des choses qui existent aujourd'hui, en fait, sur l'égalité salariale, donc ça, on va regarder. On va regarder aussi la transposition, c'est quoi ce truc? Voilà, et puis on va prendre les éléments qu'il y a bloc par bloc avec la directive d'un côté et le projet de loi de l'autre. Alors je parle du projet de loi, c'est quoi? En fait, c'est pas tout à fait encore un projet de loi. C'est pour ça que, vous allez voir, des fois je parle du V0 du projet de loi. V0, pourquoi? Parce que en fait, c'est que, l'État devait transposer. Donc déjà, en fait, sous le gouvernement, Bayrou, ils étaient déjà à travailler cette transposition-là. Bon, vous êtes comme moi, vous connaissez que, vous vous souvenez que les gouvernements, bon, bah, ils se sont un peu suivis et ils se ressemblaient pas trop, ou ils se ressemblaient encore. Bon, ça après, ça dépend de chacun. Mais, voilà, donc c'était assez compliqué de suivre quelque chose, et ce qui s'est passé, c'est que, bah, là, c'est le dernier gouvernement qui s'est retrouvé avec cette transposition dans les mains, et avec cette transposition, il s'est dit: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Et ben, ils prennent la directive européenne, et puis déjà, il y a une première chose en France qu'il faut savoir, c'est que pour une réforme, en fait, du droit du travail, je vous ai pas mis, il y a un article du code du travail, qui le dit, c'est dans les tout premiers articles du travail, c'est que, pour une réforme, il faut d'abord consulter les organisations syndicales salariales d'un côté et patronales de l'autre. Donc voilà, ça c'est c'est une obligation. Oui, on l'a inscrit dans nos textes de faire ce système de consultation avant une réforme. Donc c'est ce qu'a fait le gouvernement, où en mars, il a envoyé une copie d'un projet de loi, d'une V0 d'un projet de loi, puisque le projet de loi, il est pas encore, il n'existe pas encore. Enfin, il n'existe pas encore, on va voir. Voilà, mais donc ils ont envoyé une copie à ces organisations syndicales. Ça, on a pu avoir accès à cette copie, et justement, c'est intéressant déjà de commencer à se dire, entre la directive qui s'est émise en 2023 et le projet, la V0, l'ébauche de projet de loi qui est sorti en mars, qu'est-ce qu'il y a dedans, et qu'est-ce qu'on commence à y voir? Et des fois, quelles questions ça pose? Voilà, parce que quand on est RH, c'est ça qu'on se pose aussi comme question. On se dit: «Beh, c'est quoi l'impact? C'est quoi que je vais devoir mettre en place? Est-ce que ça va être, facile, ou est-ce que ça va être une usine à gaz?» Et on va le voir, il y a des éléments, ça va être plutôt facile,
Et encore, ça pose poser plein de questions et puis il y a un gros pavé qui est plutôt, qui est un gros pavé qui est plutôt compliqué, quoi. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va observer ensemble. Voilà, allez, j'espère que j'en ai pas trop dit, ou que je vous ai déjà pas trop saoulé. Bon, ça comme ça. Alors, déjà les sur l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, qu'est-ce qu'on a déjà dans notre corpus aujourd'hui juridique? Parce qu'avec cette loi de transposition salariale, certains pourraient se dire: «Ouais, mais en fait, si ça passe pas, il y a rien». Alors c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, pourquoi? Parce que déjà, en fait, l'inscription dans le code du travail, de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes existe depuis 1973. Alors attention, là, la version qui est affichée ici, c'est celle qui est aujourd'hui, mais c'est, l'évolution de l'article qui existe depuis 1973. Tout un employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ça, c'est inscrit déjà dans le code du travail. Et puis ensuite, il existe aussi l'index égalité professionnelle, femmes-hommes depuis 2019 et ça, il est accessible, il est public. Vous allez sur data.gouv.fr et vous pouvez consulter. Donc vous avez les jeux de données et puis, vous cliquez sur jeux de données et puis vous avez une barre de recherche, vous cherchez égalité, c'est le premier truc qui vient. Voilà, c'est le premier truc qui vient et là, vous avez accès aux jeux de données et à l'ensemble des entreprises et à l'ensemble de leurs indices, de leurs notations. Voilà et après ça te donne une notation sur 100. Voilà, donc ça, aujourd'hui, c'est, pour les entreprises, là, je le fais de tête, il me semble que c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'égalité, index égalité professionnelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toute personne qui se pense victime de discrimination, aujourd'hui, il existe déjà un moyen, c'est l'inspection du travail qui existe pour ça, les prud'hommes existent pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, il y a déjà tout un corpus juridique qui existe pour travailler l'égalité homme-femme. Alors, il y a un petit truc, allez, je vais faire un petit teasing sur la suite, c'est que, au sujet de la discrimination et notamment, en fait, sur les juridictions et notamment juridictions prud'homales, on va le voir. Aujourd'hui, c'est à la personne qui va au prud'homme d'aller prouver sa discrimination. Voilà. Et puis on va voir là, la directive et le projet de loi, bah, va tenter de faire quelque chose sur la charge de la preuve. Voilà. Bon, bah, on va le voir juste après. Enfin, juste après, un peu plus loin, quoi. Voilà, c'est tout. Peut-être quelques stats, parce que j'ai trouvé sympa de reprendre un peu sur l'INSEE l'égalité homme-femme, parce que à la fin, c'est de se dire: «Est-ce que le projet de loi ou du moins voilà, tout ce qu'on voit arriver, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ou pas?» Voilà, parce que c'est ça qui est important aussi. C'est pas juste de se dire: «Le projet de loi, il dit ça, pour mon boulot, ça va changer ça, pour les RH, ça va changer ça» et cetera et cetera. Bon voilà, c'est vrai, mais ce qui est important aussi, c'est de se dire: «OK, il y a un objectif, c'est réduire l'écart de salaire entre les hommes et les femmes». Mais donc, aujourd'hui, quel est-il? Alors, et là, je vais rentrer un petit peu là-dedans. Pourquoi? Parce que, en fait, en moyenne, donc c'est sur des revenus annuels moyens, les femmes, aujourd'hui, touchent 21,8% de moins que les hommes. 21,8% de moins que les hommes. C'est énorme, c'est énorme. Et si on le rapporte à temps de travail effectif, on tombe à -14%. Alors je crois que tous les RH qui sont là et qui nous écoutent, vous avez pigé le truc, c'est quoi? Et ben, c'est qu'en fait, il y a des femmes qui sont à temps partiel et donc si on ramène le salaire à temps plein, donc si on le prend en fait en salaire pur, ça fait 21% de moins et si on le rapporte finalement au taux horaire, allez, si je le fais simple comme ça, si on rapporte au taux horaire, les femmes sont à 14% de moins que les hommes. Voilà, 14% de moins de salaire que les hommes. Et puis ensuite, si on prend un emploi comparable, l'écart il se réduit dans une même entreprise, pardon, à emploi comparable dans une même entreprise, on tombe à 3,6% d'écart. C'est vachement moins, c'est vachement moins. Voilà. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de se dire: «OK, mais en fait, quand on voit ça, on se dit quoi? Les femmes n'accèdent pas à un certains emplois». En fait, c'est peut-être ça le sujet, puisque, bah, vraisemblablement, c'est ça, voilà. Donc, il y a, vraisemblablement des salaires plus hauts, des postes à valeur de salaire plus haut où il y a majoritairement des hommes et des postes à salaire à valeur de salaire plus bas, où il y a plus de femmes que d'hommes
probablement, du moins c'est ce qu'on suppose, parce que quand on prend un emploi comparable dans une même entreprise, il y a 3,6 d'écart. Ça fait toujours un écart, hein, on est d'accord, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Hem, donc ça, c'est l'égalité homme-femme, c'est quelques statistiques et puis, pour aussi, donner un peu sur l'historique, l'écart qu'on a vu de 14 là, à temps de travail identique, en fait, il a quand même évolué. Oui, il a évolué depuis 1995. En 1995, il était à -22, il y avait 22 d'écart. Aujourd'hui, on est à 14. Voilà, c'est plutôt, ça va dans le bon sens et ça, c'est très chouette. Alors, la transposition, quel est-il? On va voir la directive, le projet de loi que moi j'appelle V0, qui date de mars 2026 et puis, quelques questionnements que ça pose. Voilà, c'est ce qu'on va voir là ensemble. Alors, vous étonnez pas, des fois il y a plein de blocs de texte, mais vous embêtez pas à les lire, je les explique. Je vais pas les lire, voilà, parce que c'est assez chiant, mais, je vous avoue que j'ai fait ça aussi, en rentrant du boulot le soir et cetera, donc c'est ça me sert aussi de pense-bête, voilà, pardonnez-moi pour ça. Bon, grosso modo, il y a 4 blocs. Il y a un bloc sur le recrutement sur l'embauche, il y a un bloc sur un index, d'égalité homme-femme, il y a un bloc sur un droit individuel à l'information salariale, un bloc sur l'évaluation conjointe des rémunérations et alors ça, c'est une belle usine à gaz, on va le voir et puis, l'inversement de la charge de la preuve, pour les juridictions. Voilà, je vous en ai un peu touché 2 mots ici, mais c'est dans les juridictions, dans les tribunaux, ça ne sera plus aux salariés, d'amener la preuve de la discrimination, mais ça sera à l'employeur d'amener la preuve de la non-discrimination. Du moins, c'est ce que propose le texte aujourd'hui, voilà. Surtout, on prend toutes les précautions, c'est-à-dire qu'il y a une directive, il y a eu une ébauche de projet de loi, voilà. Là, le ministre du Travail nous a dit la semaine dernière que le projet de loi allait être déposé auprès du Conseil d'État, dimanche 7 juin, voilà. Donc on n'a pas la version, je ne l'ai pas trouvée, mais voilà, paraît-il et du moins dans ce qui est dit par le ministre, le texte a été posé puisqu'il en a reparlé le lundi suivant sur LCP. Donc le texte a été posé, voilà. Donc là, le texte, à un moment, il va arriver à l'Assemblée nationale, il va arriver donc dans les débats parlementaires, ça veut dire qu'il va changer, ça veut dire qu'il va y avoir des amendements, ça veut dire qu'il y aura un peu de débat, ça veut dire que ça sera rigolo à aller voir. Ça va être rigolo de suivre un peu tout le sujet, comment ça va se positionner, parce que voilà, il y a un texte de base et puis potentiellement, il peut évoluer. Et ça va être intéressant parce que ça en dit aussi long sur notre société, ça en dit long sur les partis politiques, ça en dit long sur la peut-être sur la prochaine présidentielle également, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit: «Tiens, je vais m'intéresser au sujet et puis le suivre comme une saga», parce que là, aujourd'hui, c'est l'épisode 1 et puis on va continuer à le suivre dans les prochains mois. Voilà. Allez, on rentre dans le vif du sujet, c'est ça qui est aussi intéressant. Ouh! Oui, oui, bah, oui, j'ai pas eu le temps de faire des animations, des trucs, des machins, c'est pas grave. Allez, recrutement, embauche. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que la directive indique simplement que, les candidats à un emploi ont droit de recevoir de l'employeur potentiel des informations sur la rémunération initiale ou une fourchette de rémunération. Voilà. Pareil, je rentre pas dans les détails, il est interdit de demander le salaire précédent, des, candidats. Donc on et le projet de loi, V0, notre ébauche de projet de loi prévoit exactement la même chose. C'est-à-dire que, pour faire très simple, l'offre d'emploi va devoir préciser la fourchette et les dispositions conventionnelles, qui permettent de déterminer la rémunération pour le poste donné. Donc donc au final, ça va être la fourchette et puis la convention collective, si on a une convention collective, voilà, donc ça va être important. Donc la fourchette, la convention collective. Alors si, si comme moi vous êtes amené et vous avez été amené à recruter, vous êtes aperçu que, bah, en fait, déjà en mettant la fourchette de salaire, parfois ça peut être déjà plus simple pour recruter. Pourquoi? Alors, bah, je prends par exemple mon cas, je travaille dans le social et dans le social, sur des postes, par exemple support, que ça soit RH, contrôle de gestion et cetera, bah, il y a des salaires qui sont un petit peu, qui sont moins élevés que dans le privé ou que dans certains secteurs d'activité, secteur industriel, et cetera. Voilà, ou bancaire et donc oui, un RH dans le secteur bancaire est pas payé de la même façon qu'un RH dans la métallurgie ou qu'un RH dans le social. Bon, bah, voilà, c'est comme ça
Et donc c'est pour ça que finalement, en mettant l'offre d'emploi avec la fourchette, et ben, ça permet d'avoir des candidats qui connaissent, qui savent où déjà où ils mettent les pieds, et ça évite d'avoir un candidat qui aujourd'hui touche, 30 000 € de plus, et puis, qui arrivé, à l'embauche, quand on fait l'entretien et cetera, disent: «Ah ouais, mais en fait, non, mais payer comme ça, moi ça le fait pas». Voilà, ou passer beaucoup de temps à faire de la pré-qualif, et d'arriver en fait, à faire de la pré-qualif juste pour trier déjà les fourchettes de salaire. Voilà, donc c'est pour ça que bon, bah, des fois, on peut s'apercevoir qu'en recrutement, ça va beaucoup on optimise notre recrutement, on est plus efficace lorsqu'on met, une fourchette. Voilà. Et puis l'autre chose, ça va être au niveau de l'embauche. Voilà, ça va être au niveau de l'embauche, l'interdiction de clauses de confidentialité. C'est-à-dire que alors j'avoue que je ne savais pas qu'il y en avait, parce que j'en ai jamais vu passer, mais voilà, il pouvait y avoir, enfin pour l'instant il peut toujours, hein, il peut toujours y avoir des clauses de confidentialité sur, les salaires dans les contrats de travail, et ben, dans cette trame de projet de loi, et ben ça saute. Voilà. Ça sauterait. Donc, je suppose aussi que ça veut dire que les clauses déjà actuelles dans les contrats de travail, et ben, sauteraient de droit, donc toutes ces clauses de confidentialité. Voilà. Alors, maintenant on va dans un pavé, alors attendez, il faut que je change, voilà, index égalité. Donc index égalité, enfin je l'ai noté, hein, index égalité, mais en fait, c'est la mise à jour quelque part. Ce qui est proposé, c'est une mise à jour de l'index qu'on a déjà, d'égalité hommes-femmes, qu'on soit clair. C'est une mise à jour, c'est une évolution, si on veut, de cet index-là. Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir que aujourd'hui, en fait, la directive, indique 7 indicateurs purs, voilà. Bon, je rentre pas dans les détails, mais, indique les 7 indicateurs, alors que le projet de loi dit: «Bah, les 7 indicateurs, ils seront définis par décret». Donc ça fait écho à un décret. Alors dès que j'ai stabiloté du rouge, c'est que, ça renverra potentiellement à un décret. Voilà. Mais par contre, ce que dit la loi quand même, enfin ce que dit le projet de loi, c'est que il y aura quand même un indicateur. Alors moi, je vais l'appeler le septième. Pourquoi le septième? C'est qu'on verra, il reviendra assez souvent. Donc, on va reprendre le septième. Voilà. Et donc il y a, 7 indicateurs, et le septième, qui serait sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, pardon, par catégorie, rassemblant des salariés accomplissant un salaire égal ou de valeur égale. Attendez, je vous le répète. Alors, je vous le répète pourquoi? Parce que ce sujet-là est hyper important. J'ai même, à un moment, fait une slide où il y a juste ça. Donc, il y a un indicateur, celui-là, il va être le plus important pour tout ce qui va suivre. Il est sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, OK? Donc c'est l'écart entre les hommes et les femmes. OK, jusque-là, ça va. Par catégorie, bon, ça veut dire qu'on va faire des groupes, OK? Rassemblant des salariés accomplissant un travail égal. Bon, bah là, ils ont le même poste, OK, ça va. Ou de valeur égale. Alors, valeur égale, je ne sais pas si vous étiez déjà tombé sur ce concept-là, mais ça va être intéressant. On en parle un peu plus loin. On va essayer d'y réfléchir ensemble un peu, d'en réfléchir, d'y réfléchir un peu ensemble, un peu plus loin. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant de se dire là, c'est que, eh ben, ces indicateurs-là, il va falloir les injecter, dans une plateforme publique, du ministère du Travail, et cetera. Donc on ne sait pas encore, exactement, comment, mais voilà, un peu comme l'indice aujourd'hui, tel qu'il est traité. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, ça sera tous les ans, pardon. Pour les entreprises entre 50 et 249 salariés, tous les 3 ans. Et ces indicateurs, en même temps qu'ils sont publiés, ils sont transmis aux salariés et au CSE. Ces indicateurs seront publics sur le site du ministère. Et alors dans cette ébauche de projet de loi, il y a un truc qui est très marrant, enfin très marrant, je ne sais pas si c'est marrant, qui est cocasse. Donc tous les indicateurs seront publics sur le site, sauf le numéro 7. Enfin, c'est celui que moi j'appelle le numéro 7, voilà. Le numéro 7, c'est-à-dire celui sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie rassemblant des salariés accomplissant un travail égal ou de valeur égale. Voilà, ça c'est l'indice numéro 7, enfin moi que j'appelle numéro 7, et celui-là, bah, il ne sera pas public.
Voilà. Alors, il ne sera pas public, mais dans l'entreprise, si, quand même. Donc, il sera ce que propose le projet de loi, et on verra après si c'est toujours le cas. Ce que propose le projet de loi, c'est que cet indicateur-là, il soit pas rendu public sur le site du ministère du Travail, mais qu'il soit public pour les salariés et pour le CSE chaque année. Voilà. Alors, petite exception concernant les catégories, tous ces écarts de rémunération, c'est que, alors j'ai mis exception RGPD, et ce qui veut juste dire, c'est que si la catégorie en question, si l'ensemble de salariés, donc l'idée c'est il y aura on va prendre un ensemble de salariés, on va prendre la moyenne des hommes, la moyenne des femmes, et ça fait l'écart, tout simplement. Bon, et donc en fait, c'est si on prend cet ensemble de salariés et qu'il y en a pas assez, ça veut dire que les salariés sont identifiables et donc potentiellement qu'on connaît leur rémunération. Vous voyez l'idée? Donc si vous avez 2 salariés, un qui touche 2 000 €, un qui touche 3 000 € et que donc ça fait, si vous avez suivi, ça fait une moyenne de 2 500 €, voilà. Mais s'il y a que 2 salariés, bah, ça veut dire que, bah, potentiellement, c'est un peu plus facile pour, deviner les salaires des gens. Donc ça, c'est pas possible, et ça, tous les articles reprennent ça. C'est que si à un moment, il y a pas assez d'effectifs, et ben, on peut pas donner l'indicateur. Voilà, c'est à peu près, enfin, moi, ça me paraît logique, mais voilà, donc ça revient assez souvent. Donc, plus de 200, oui, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Voilà, donc ça c'est l'index. Alors ça change un petit peu de la directive. La directive, po donc ça change un petit peu, oui et non. C'est que nous, en fait, on a le seuil à 50 salariés, donc on est passé de 50 à 250, alors que, dans, la directive, le seuil, il est à 100 salariés. Donc il y a, tous les 3 ans, entre 150 et 250 salariés à partir de juin 2027. Et tous les 3 ans également, mais à partir de juin 2023, donc ça reporte un petit peu pour les entreprises entre 100 et 150 salariés, et ça, c'est dans la directive. Voilà. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais aujourd'hui, on est en France, mais c'est quoi qu'on applique? C'est la directive ou c'est le projet de loi?» En fait, la directive, et j'aurais dû commencer par ça peut-être, la directive ne vaut pas droit opposable, aux salariés, lorsque la directive est énoncée. Non, ça marche pas. Voilà. La directive, elle impose aux États donc elle fixe en fait un objectif, et c'est aux États d'en fixer les moyens, d'en fixer, le cadre, et cetera, et cetera. Voilà. Donc la directive donne une ligne directrice, voilà, et les États doivent, sortir un projet de loi, et doivent eux-mêmes fixer les modalités pour répondre à sa directive. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais en fait, c'est quand même plus ou moins opposable ou pas?» Puisque on l'avait vu dans les congés payés, l'acquisition de congés payés pour les arrêts maladie. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, il y avait ça à une époque. Donc oui, il y avait eu une directive qui n'avait pas été transposée et qui a mis même, plus d'une dizaine d'années à être transposée, enfin qui l'était toujours pas, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? Il y a eu des juridictions qui ont, statué sur le fait que l'État aurait dû, transposer, et cetera, et cetera. Donc il y a eu des juridictions européennes qui se sont prononcées, et puis en fait, à un moment, la Cour de cassation en a eu marre et a dit: «Bon, bah, allez, nous on dit qu'il y a l'acquisition de congés payés sur les arrêts maladie parce qu'à un moment, la France, elle tarde trop à faire sa loi. Pour autant, il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité qui a été portée au Conseil constitutionnel pour dire: «Mais donc le code du travail, il est pas conforme», et le Conseil constitutionnel, lui, il ne statue pas sur la conformité du droit français avec l'institution européenne. Non, non, le Conseil constitutionnel, il statue sur la conformité entre le, droit français avec la Constitution. Donc il a répondu: «Bah si, si, le code du travail est bien constitutionnel». Bon, on a eu un petit flou juridique comme ça, et puis enfin, le gouvernement a fait la transposition. Pardon. Bon, bah ça, c'était la digression. Mais donc là, en l'état, on n'est pas à ce niveau-là de problématique juridique. Donc aujourd'hui, c'est pas opposable. En fait, les choses sont pas opposables, et c'est bien enfin, c'est bien la loi in fine qui sera discutée, débattue à l'Assemblée, qui sera votée ensuite. C'est bien cette loi-là qui fera foi pour nous et qui sera opposable à l'ensemble des salariés. Et bon, alors là, c'est vrai que je traite le sujet avec un œil salarié du privé. Voilà, et j'avoue que je me suis pas intéressé pour ce qu'il était du public, mais je pense qu'il y a, la même chose aussi à transposer dans le public. Allez, une autre facette, le droit individuel à l'information salariale.
C'est-à-dire que, bah, tout simplement, la directive indique que les travailleurs, les salariés ont le droit de demander ou de recevoir par écrit des informations sur leur niveau de rémunération individuelle et sur les niveaux de rémunération moyens ventilés par sexe pour des catégories de travailleurs accomplissant le même travail qu'eux ou un travail de même valeur que le leur. Voilà, on retrouve en fait la même logique, même travail, travail de même valeur. Heu, donc ça, donc chaque salarié pourra demander ça. En fait, grosso modo, qu'est-ce qu'il pourra faire? Donc ce que propose le projet de loi, c'est que il a le droit à l'information, c'est-à-dire qu'il a le droit de demander à son employeur, bah, voilà: «Quel est mon salaire aujourd'hui?» Bon, bah, alors normalement, il y a son bulletin de paye, donc il devrait le savoir, mais bon, on va dire, dans le texte, il peut demander son salaire et il peut demander, la moyenne des rémunérations, pour, la moyenne des rémunérations ventilées par sexe des salariés de la même catégorie que lui. Voilà. Donc on attend un décret enfin on attend, pour l'instant il y a pas de projet de loi, donc il faudra un décret si ce projet de loi, continue, voilà, évidemment, pour la transmission de ces données. Et puis, on rappelle les règles un peu, statistiques. C'est s'il y a pas assez d'effectifs, et ben, on ne pourra pas donner ces éléments-là aux salariés parce que, bah, s'il y a pas assez d'effectifs, ça veut dire que si par exemple le salarié il est en binôme avec quelqu'un qui fait le même boulot que lui et il y a que eux 2. S'il demande la moyenne, bah, il connaît le salaire de l'autre. Si vous avez fait un peu des maths? Ouais, à peu près, voilà. Donc voilà, et là où j'ai un petit truc qui m'a un peu chiffonné, c'est que dans ce droit individuel, on retrouve un petit article qui est sur l'employeur s'assure que les informations fournies dans ces articles-là soient accessibles aux candidats et travailleurs handicapés. En fait, ça tient en une phrase, mais ce dont j'ai l'impression, alors après, vous pouvez me dire le contraire, dans le chat ou je ne sais où, mais je serais intéressé. Mais en fait, quand je lis ça, j'ai l'impression que, il faudrait informer les candidats du niveau de rémunération moyen, ventilé par sexe, là, ça devient un petit peu compliqué. Voilà, mais donc je pense que je l'ai mal compris, mais voilà, à voir. Ensuite, évaluation conjointe des rémunérations. Alors ça, c'est un gros pavé, gros pavé. En fait, la directive indique, simplement oui, c'est illisible, en fait, vous pouvez pas le lire. C'est pas grave, c'est mes notes, je vous l'explique. La directive explique que, il faudra, procéder à une évaluation conjointe des rémunérations et surtout de la différence de niveau de rémunération moyen entre les hommes et les femmes, et vous avez compris, pour un même travail ou un travail de même valeur, voilà. Et la directive, et c'est là où il y a un petit truc qui devient intéressant, c'est que la directive fixe carrément, en disant, bah, en fait, il faut que cet écart de rémunération entre les hommes et les femmes pour des catégories de travailleurs, exerçant le même travail ou un travail de valeur égale, il faut que cet écart, il soit, qu'il soit enfin, non, pardon, que l'évaluation soit faite lorsque l'écart est de 5 ou plus. Les trucs, voilà. En fait, l'évaluation, elle se fait pas tout le temps, non, mais que si jamais, j'arrive à retrouver mes trucs, il est 21:00, si jamais, l'écart de rémunération entre la moyenne des hommes, la moyenne des femmes pour des catégories, d'emploi, de même travail ou de travail de valeur égale, si cet écart, il est de 5 ou plus, et ben, il faut effectuer une, évaluation conjointe. Ce qu'on appelle évaluation conjointe, c'est avec les représentants, les IRP quoi, tout simplement. Voilà. Hem Et donc l'évaluation conjointe, alors là, c'est ce qu'indique la directive. Je reste, pour l'instant, je suis sur la directive. L'évaluation conjointe, c'est si l'écart, il est de plus de 5 entre les hommes et les femmes, OK, pour les catégories et cetera, je ne veux pas le relire, enfin, je ne vais pas le redire. Al et donc plus de 5, qu'il n'y ait pas de justification par des critères objectifs non sexistes. Donc après, on va voir qu'est-ce que peuvent être les critères objectifs non sexistes et pas de correction dans les 6 mois après communication des données. Voilà, les données ont été communiquées et que si dans les 6 mois, il y a eu, des corrections, bah, il n'y a pas forcément besoin de refaire l'évaluation conjointe. Voilà, bon, bah, ça, c'est ce que propose la directive. Sur le projet de loi, là, on va rentrer un petit peu dans le tas parce que ça, à mon avis, ça risque de changer pas mal dans le débat parlementaire. Sur le projet de loi, alors déjà, pour les entreprises de moins de 100 salariés, si l'écart est de plus de, bah, là, en fait, les 5 c'est pas défini, c'est par décret. C'est là où c'est un petit peu particulier.
c'est que ce pourcentage-là, il n'est pas défini dans la loi, il est défini dans la loi propose, enfin du moins le projet de loi propose de le définir dans un décret. Ben voilà, donc on ne sait pas. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être 2, 3. Alors si c'est 2, 3, 4%, bah, qu'est-ce que ça va être? C'est plus de 5%. Bon, bon, j'en sais rien. Voilà. Donc ça, il y a un petit truc qui va être, à mon avis, à l'ordre de tous les débats, c'est ce fameux pourcentage qui ne sera pas inscrit dans la loi et qui serait inscrit dans un décret. Voilà. Donc s'il y a un écart de plus de tant de pourcents, défini par décret, la nécessité d'engager les négociations et si pas d'accord, de faire un plan d'action. Et il y a un truc un peu bizarre, la possibilité par accord de ne pas déclarer l'indicateur. Alors, ce que moi j'ai appelé l'indicateur numéro 7. Voilà. Vous vous souvenez, l'indicateur numéro 7, c'était celui-là, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie rassemblant des salariés accomplissant un travail égal ou de valeur égale. Voilà, ça, c'était notre fameux numéro 7. Hop. Donc, ça, à partir de 100 salariés, alors ça va commencer à être plus complexe. C'est-à-dire que, bah, grosso modo, on se dit: «OK, l'écart il est enfin l'indicateur il est comment?» Donc ça, c'est à chaque fois qu'on publie les indicateurs, on le file au CSE, Infoconsulte, on le transmet également aux autorités. Alors je vais présumer que c'est, l'inspection du travail, voilà, la directe ou la DRETS. Bon, on transfère à l'inspection du travail et puis ensuite les salariés, CSE ou délégués syndicaux pourront demander des explications quant à l'écart. OK, jusque-là, ça va. L'employeur doit répondre de manière motivée et informe le CSE de la réponse transmise dans les conditions déterminées par décret. Bon, ça, on s'en fout, OK. Bon, enfin, on ne connaît pas encore les conditions, mais donc l'employeur répond, l'employeur justifie le caractère objectif et non sexiste de ces écarts. Et si l'écart est de plus de 5%, et qu'il y a justification des écarts, on consulte le CSE sur la justification et on envoie ça également à, je vais supposer, l'inspection du travail. Donc vous avez vu, c'est que ils peuvent demander des explications, l'employeur doit répondre et doit justifier les écarts pour des critères objectifs. Là, voilà, on a un autre sujet. L'autre sujet, c'est les critères objectifs. Les critères objectifs, c'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait permettre de, dire qu'il y a un écart de rémunération entre la moyenne des femmes, la moyenne des hommes, et qu'il y a cet écart de rémunération-là de façon objective, donc il va devoir justifier ça. Excusez-moi. Et puis consultation du CSE, puis l'autorité. Et si pas de justification, et là, moi, ce qui est intéressant, c'est qui va dire que c'est pas justifié? Est-ce qu'un avis défavorable du CSE va valoir le fait que c'est pas justifié? Ben non, je pense pas, puisque c'est une consultation. Est-ce que ça va être l'inspection du travail qui va devoir se positionner pour savoir s'il y a une justification ou pas? Peut-être, je ne sais pas, voilà. Mais s'il n'y a pas de justification, donc s'il n'y a pas de critères objectifs et non sexistes qui justifient cet écart, à ce moment-là, il va falloir aller sur la négociation, accord, et à défaut d'accord, une décision unique de l'employeur. Donc c'est une DUE, c'est pas une DUP, pardon. Une décision unilatérale de l'employeur. Et puis on redéclare l'indicateur 6 mois après la déclaration précédente, parce que ben, l'objectif, en fait, c'est par la négociation, etc., et surtout par des correctifs. Il faut se mettre à jour maintenant. On a 6 mois pour se mettre à jour, parce que 6 mois après, on doit redonner l'indicateur. Rebelote. Vous avez vu le système? Voilà. J'ai l'indicateur. Si on me demande des justifs, je vais devoir répondre aux justifs, donner les critères. Enfin, s'il y a un écart qui est justifié, donner les critères objectifs et non sexistes. S'il n'y a pas de justification, il faut rectifier l'affaire dans les 6 mois. Voilà. Alors, je parle. J'attends pour les pénalités ou pas? J'attends. Allez. Donc ça, c'est justement ce fameux indicateur que moi j'appelle numéro 7, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie rassemblant des salariés accomplissant un travail égal ou de valeur égale. Ça, c'est hyper compliqué et c'est là qu'il y aura tout l'enjeu du débat parlementaire, tout l'enjeu des négociations d'entreprise, etc. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est de dire, OK, c'est quoi un travail égal? C'est quoi une valeur égale? Ben ça, il va falloir à un moment le définir.
Je vous ai mis ça, c'est intéressant parce que justement avec ce projet de loi, je suis allé voir, OK, est-ce que est défini le travail de même valeur dans le code du travail? Oui, je l'ai trouvé. Je vais le trouver et ce que je vous propose, c'est qu'on le voit ensemble. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, j'oublie ce qui est en rouge pour l'instant, de responsabilité et de charges physiques ou nerveuses. Voilà, ça c'est le travail de même valeur. Et puis dans le projet de loi V0, eh ben, il rajoute les 2 éléments en rouge que je vous ai mis dessus, voilà. Donc il propose de rajouter en fait, exigeant, qui exige des salariés un ensemble comparable et cetera, de capacités découlant de l'expérience active, de compétences non techniques, donc on va rentrer dans les soft skills, de responsabilité, de conditions de travail et de charges physiques ou nerveuses. Je peux, je c'est vous savez que voilà, donc là, il y aura un sujet qui sera super important sur, si je reprends l'écart entre les VAP, sur comment on définit ces catégories de salariés, rassemblant des salariés accomplissant un travail égal ou de valeur égale. Ça va être le truc le plus compliqué. Et donc là, je vois pas comment le faire sans passer par la négo pour se mettre d'accord, ok, les catégories qu'on prend, c'est quoi, comment est-ce qu'on les définit, comment on définit les périmètres, les ensembles de salariés, de travailleurs qu'on prend. Voilà, donc là, on est sur une petite usine à gaz quand même là-dessus. C'est faire des groupes faire ces fameuses catégories. Voilà, ces fameuses catégories. Donc par poste, on peut le faire, ça c'est vrai. Alors après, bon, je reviendrai après sur comment on pourrait le faire. Voilà. Les critères de justification, alors ce qui est intéressant, c'est que, vous ne voyez pas très bien, alors je vais mettre comme ça, hop. Critères de justification, c'est que la directive en plus l'a calé en disant: «Bah, voilà, rien n'empêche pour autant d'avoir un écart». C'est pas un problème, voilà, c'est pas un problème, à condition qu'il y ait des critères objectifs non sexistes, dépourvus de tout parti pris, tels que la performance et la compétence. Ça, c'est pas un problème. Alors attention, j'arrête tout de suite, l'idée c'est pas de dire les hommes sont plus performants que les femmes ou les femmes sont plus performantes que les hommes. C'est pas ça le sujet. Oui, elles sont plus performantes, c'est pour ça qu'elles sont moins payées? Non, 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 on va arrêter. Non, non, l'histoire de, la performance compétence, c'est que, bah, par exemple, il pourrait y avoir sur une catégorie, la moyenne des femmes pourrait être, on peut même prendre ce cas-là, pourrait être plus élevée que la moyenne des hommes, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Eh ben, il pourrait justifier ça parce que le groupe d'hommes qui est dans cette catégorie-là, eh ben, il est moins ancien que le groupe de femmes, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a un écart entre les hommes et les femmes parce que, bah, voilà, le fait est que les 2 groupes n'ont pas, en moyenne la même ancienneté, donc c'est pour ça qu'il y a un écart, voilà. Il peut aussi y avoir un écart, de compétences, voilà, bah, oui, parce qu'en fait, dans le groupe de femmes, il y a plus de diplômés, et cetera, que dans le groupe d'hommes. Donc effectivement, il y a, des compétences supplémentaires chez les femmes que chez les hommes. C'est pour ça qu'il y a un écart. Voilà. On peut avoir aussi un écart dans ce sens-là, hein, on l'oublie. Et puis, également, les critères liés à la progression de la rémunération peuvent inclure, entre autres, les performances individuelles, le développement des compétences et l'ancienneté. Donc, les écarts peuvent être justifiés, c'est pas un problème. Il peut y avoir des écarts, c'est pour ça qu'il faut se dire attention, des fois il y a eu l'image de se dire: «Le projet de loi vient dire qu'il ne faut plus qu'il y ait d'écart dans les salaires». C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il dit juste qu'il faut que ces écarts soient justifiés. Voilà. Donc avant on disait: «Il faut pas que ces écarts soient discriminants». OK, c'est vrai, mais maintenant il faut que ces écarts soient justifiés. C'est un peu ça l'idée. Et donc, si vous prenez les systèmes de rémunération qui existent avec des grilles, il y a plein de conventions qui existent comme ça, où il y a un salaire, un salaire à l'embauche, il y a éventuellement une reprise d'ancienneté, et puis après il y a une évolution dans la grille par des coefficients, au fur et à mesure de la carrière. Voilà, c'est un système qui fonctionne pas au mérite, mais qui fonctionne au diplôme, souvent qui nous met dans une, ou au poste, au diplôme qui nous met dans une grille, et puis à l'ancienneté qui nous permet d'avoir une reprise d'ancienneté, et puis après une évolution dans la grille. Bon, c'est pas au mérite, mais ça marche. Voilà, bah ça, typiquement, des systèmes comme ça, bon, bah c'est facile à porter puisque les critères sont objectifs, et puis en plus là, il n'y a pas de mérite, c'est assez facile. Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on pourrait le faire d'ailleurs pour des systèmes de rémunération avec des échelles? Échelle de rémunération, vous savez, il y a un salaire mini, un salaire maxi sur l'échelle de rémunération, et puis
Et puis en fait, bah, au milieu, enfin, c'est grosso modo, débutant, à gauche, expert à droite, quoi, grosso modo. Mais on pourrait imaginer des échelles comme ça et en fait, jusque-là, très souvent, on mettait des postes, des types de postes, des fonctions et on mettait les échelles en face des fonctions. Et bah, peut-être que ça vaudrait le coup de se dire, bah, peut-être que je vais le mettre comme ça, tiens. Voilà, au lieu d'avoir, les postes et les fonctions et les échelles en face, en fait, et bah, il faut avoir les fonctions et dire: «Ça fait tel niveau d'échelle». C'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 fonctions qui ont le même niveau d'échelle. C'est clair ou pas? Ça va. Bon, par exemple, bah, ça veut dire que vous pouvez avoir, un contrôleur de gestion et un responsable de projet, j'en sais rien, donc c'est 2 postes différents, exactement, mais qui peuvent être sur la même échelle de rémunération. Ça, c'est possible, voilà. Hem, donc c'est là où, bah, ça veut dire qu'il faut cartographier l'ensemble des fonctions, des postes qu'on a. Il faut arriver à les répertorier, les cartographier, ça va. Évaluer, se dire: «Est-ce qu'ils sont de même niveau que lui avec lui, que lui avec lui?» et cetera. Et donc, par exemple, bah, si je prends en magasin, en hypermarché, OK, un employé, libre-service niveau 1, une hôtesse de caisse, est-ce que c'est le même niveau ou pas? Est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus que l'autre? Et puis de te dire: «OK, donc ça veut dire que sur ces 2 fonctions-là, et ben, ça peut être une seule échelle de rémunération». Et on pourrait se dire que est-ce que c'est un travail à valeur égale? Bon, voilà, je sais pas. Et donc il y a vraiment quelque chose de un peu compliqué qui vous voyez, c'est que là, même tout seul en se disant: «Qu'est-ce qu'on pourrait mettre?» et cetera, bah, c'est pas si facile à mettre. Voilà. Donc ça, c'était, les critères de justification. Donc pour autant, ce qui est important à retenir, c'est que pour autant, ça sera toujours possible de payer différemment les personnes, ça c'est pas un problème, avec des critères liés à la compétence, à l'ancienneté et même la performance. Et c'est là qu'arrive un truc que je trouve super intéressant, c'est que la performance individuelle, comment justifier la performance individuelle? Et aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui vont se retrouver dans cette situation-là, à se dire: «OK, mais en fait, lui, il marche mieux que lui. Comment est-ce que je le justifie?» Et bien, la seule façon de le justifier, c'est de passer par un entretien d'évaluation. Attention, hein, c'est pas un entretien professionnel. Un entretien, d'évaluation qui permet où le manager se positionne avec son collaborateur en disant: «OK, là, tu réponds aux attentes. OK, là, tu les dépasses peut-être. OK, là, tu es en deçà des attentes ou là, tu es pas du tout aux attentes peut-être». Voilà. Et donc c'est bien l'entretien d'évaluation qui va permettre de servir à un moment de oui, de démonstration de la performance, quand à un moment, bah, peut-être qu'il va falloir justifier le critère, et bah, c'est les entretiens d'éval qui vont aider. Et attention, l'entretien d'évaluation, il n'est pas dans le code du travail, hein. Il n'y a aucune obligation sur un entretien d'évaluation, c'est un outil managérial, mais je peux vous dire que demain, si ce type de projet de loi passe tel qu'il est structuré, les entretiens d'évaluation vont être super importants. Voilà. Donc, à décaler de l'entretien professionnel qui est là pour gérer la carrière, la formation, et cetera, la mobilité et toute la clique. Voilà, non, là, on est sur, donc ça, l'entretien professionnel est obligatoire tous les 2 ans, mais l'entretien d'évaluation ne l'est pas. Mais pour autant, il sera bien utile dans ces cas-là. Voilà, donc ça, c'est sur les critères de justification. On va voir le, thème d'après. Le thème d'après, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Voilà. Bon, pour faire très simple et c'est très facile, c'est de dire: «OK, ça sera plus au salarié d'amener la preuve de sa discrimination, liée, concernant sa rémunération. Ça sera à l'employeur de prouver qu'il a suivi des critères objectifs étrangers à toute discrimination». Ça, la directive a énoncé son principe, le projet de loi en ébauche, ressort exactement, quasi exactement la même chose. Voilà, là pour le coup, ils sont plutôt alignés. Mais donc, vous voyez, je reviens aux entretiens d'évaluation, ça va être super important parce que c'est un élément objectif. Parce que l'entretien d'évaluation, c'est un élément objectif pour justifier la performance de l'un par rapport à la performance de l'autre. Oui, après, bah, il y a l'ancienneté, après, il y a plein de choses, voilà, qui vont rentrer en ligne de compte. Donc ça, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Ouais. Les pénalités.
Je vous les ai laissés pour la fin, les pénalités, ou pour la presque fin. Pénalité. Après, j'ai deux petites infos importantes. Une info importante et puis après une petite surprise pour finir la soirée un peu tranquillement. Voilà. Allez, pénalité, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est que vous voyez tout le processus de on sort l'indice, et puis ensuite on informe, et puis ensuite, si on nous demande, on justifie. Et puis, si la justification elle tient pas, il faut qu'on fasse un accord, etc. Bon, et ben ça, si ce schéma-là, qui est proposé dans le projet de loi, est coincé, voilà, 1% de la masse salariale, enfin jusqu'à 1% de la masse salariale. Allez, je vous ai fait un peu peur exprès. 1% de la masse salariale. Si on continue à faire coincer l'affaire, 2%. Ça commence à faire des ronds. Voilà. Et puis ensuite, pour ce qui concerne, vous savez, l'information des candidats, l'information des salariés, voilà, les choses qui sont un peu plus ponctuelles. Là, la pénalité, enfin du moins, la pénalité, c'est l'inspecteur du travail, hein, en fait, hein, par le biais de contraventions. On est sur 450 €. 450 € quand c'est observé. Voilà, simplement. Donc voilà, donc pénalité, donc le schéma de notre usine à gaz dont on a parlé tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale, 2% de la masse salariale si ça continue. Et puis les droits d'information, etc., on est sur 450 €. Voilà. Donc c'est pas négligeable. C'est pour ça que ce sujet, on va le suivre. Et puis on va suivre dans les prochains mois comment ça évolue, c'est quoi les débats à l'Assemblée nationale sur le sujet. Et puis, voilà, je trouve ça génial. Bon, peut-être pas vous, mais voilà. Bon, et si ça vous intéresse, un autre sujet, voilà, donc ça c'était, on s'est vu sur la transparence des salaires. Attendez, bougez pas parce que juste après, il y a un truc qui est marrant, ça dure 2 minutes et j'ai essayé de vous faire un truc avec un peu de légèreté, voilà. Donc, si ça vous intéresse, jeudi prochain à 11h, je fais un live, RH, ne plus s'épuiser dans les relations humaines grâce à la process communication. Voilà, j'enseigne la process communication. Eh ben oui, mais en fait, quand on est RH, on se retrouve constamment sursollicité par des relations humaines qui, des fois, sont un petit peu, comment dire, compliquées. Un salarié qui comprend pas son bulletin de paye, il est en tension. Un chef de service, un responsable qui cherche à recruter, il est en tension. Un directeur qui a un peu du mal sur son activité, ou voilà, il est en tension. Et souvent, ils viennent voir le RH en étant en tension. C'est souvent ce qui nous arrive quand même pour 80% de notre temps. Et bah, en fait, c'est quand même fatigant des fois. Donc c'est pour ça que je vous propose, pendant 1 heure, voilà, de 11h à midi, jeudi 25, venez nombreux pour, bah, voilà, regarder RH ne plus s'épuiser dans les relations humaines. Voilà. Et maintenant, pour finir sur la transparence salariale et pour finir par une touche de légèreté, il est 21h20, je suis parfaitement dans le timing. Je me suis amusé à prendre en fait, la directive, le texte, etc., toute cette historique, et à me dire: «Et si on en faisait une chanson, ça donnerait quoi?» Voilà, ça nous permet de finir un petit peu en légèreté. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'étais ravi de faire ce live-là pour vous. Si vous êtes encore là, s'il vous plaît, faites-moi un message personnel. Pas très nombreux, c'est cool. Faites-moi un message personnel juste pour me dire ce que vous en avez pensé. C'était mon premier, et ça m'intéresse d'avoir un retour, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous laisse avec cette musique parce que c'est cool. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Pardon. Bruxelles a pondu un grand texte qu'on lit 3 fois sans prétexte. C'est clair, c'est simple, enfin paraît, mais personne ne sait ce que c'est. On parle égalité salariale, mais version puzzle intégrale. Un cadre fort ou bien brouillon, selon lecture et digestion. Je suis DRH, pas magicien, juste un RH un peu terrien. Si les salaires sont transparents, les verra-t-on encore vraiment? Je suis RH, pas magicien, juste un RH un peu terrien. Si les salaires sont transparents, ils disparaissent, évidemment. L'État français se met au fourneau, mais change la recette aussitôt. On consulte, on fait des réunions, on reconsulte en discussion.
Les syndicats disent pas comme ça, le gouvernement dit on verra. Et le texte avance à petits pas, mais jamais droit, toujours en débat. Je suis RH, pas magicien, juste un RH un peu terrien. Si les salaires sont transparents, les verra-t-on encore vraiment? Je suis RH, pas magicien, juste un RH un peu terrien. Si les salaires sont transparents, ils disparaissent, évidemment. On parle égalité des salaires, hommes-femmes, la grande affaire. Mais dans les chiffres à comparer, l'écart va-t-il vraiment bouger? Et au final, dans tout ce bruit de transparence qu'on construit, une question reste en suspens, est-ce que ça va changer vraiment? Je suis RH, pas magicien, juste un RH un peu terrien. Si les salaires sont transparents, les verra-t-on encore vraiment? Je suis RH, pas magicien, juste un RH un peu terrien. Si les salaires sont transparents, ils disparaissent, évidemment. Enfin, ça dépend du décret. Allez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, bah, à très vite. Ciao.